Écoutez, mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord de vous remercier. De vous remercier d'être venus si nombreux aujourd'hui. Alors, je cite personne, simplement je remercie l'association dans sa globalité Ravaruska, parce que j'ai vu que Ravaruska, vous êtes nombreux. Et merci. Je remercie également les Mosellans, mais ça c'est vos soutiens. Voilà, les Mosellans sont venus également nombreux, ils viennent de loin aussi, hein, donc pour vous soutenir. Donc je tenais à vous remercier, d'abord toutes et tous, d'être présents pour cette conférence. C'est la seconde qu'organise le Souvenir français. Nous avions organisé une conférence sur le Liban. C'était très très bien déroulé avec l'ambassadeur du Liban, car nous pensons, nous, au Souvenir français, que les mémoires bilatérales sont nécessaires. C'est-à-dire partager une mémoire. Une mémoire, ça se partage en France, c'est ce qui nous fait vivre ensemble. Le vivre ensemble des Français, c'est une mémoire partagée, mais le vivre ensemble des nations, c'est aussi une mémoire partagée. Ne pas connaître la mémoire des autres, et en particulier nos mémoires partagées, quelque part nous empêche d'avoir ce vivre ensemble global. Et il nous a semblé qu'aujourd'hui, il était nécessaire de faire quelque chose autour de l'Ukraine. Pourquoi? Parce que vous l'entendez suffisamment à la radio, c'est le premier anniversaire de l'entrée des troupes russes en Ukraine. L'Ukraine intéresse aujourd'hui la totalité, je vais dire, de l'opinion publique nationale, mais également l'opinion publique française. L'Ukraine nous interroge et il nous a semblé nécessaire de réfléchir ensemble sur qu'est-ce que la mémoire partagée franco-ukrainienne. Alors, à partir de cette simple question, on a essayé de dérouler un petit programme. Un petit programme où on s'est dit, d'abord, regardons une mémoire un peu lumineuse de l'Ukraine en France. Et j'étais vendredi dans un village où vous irez jamais, Vercel, dans le département du Doubs. Vercel où il y a une tombe, dans le cimetière de Vercel, une tombe où il y a 7 combattants ukrainiens morts pour la France. Alors autant vous dire que trouver 7 combattants ukrainiens morts pour la France, il faut déjà dérouler l'histoire. En clair, vous l'avez bien compris, c'était les troupes allemandes qui étaient en 1944 en France. Dans ces troupes allemandes, il y avait de nombreux soviétiques, russes, ukrainiens, lituaniens, etc., qui étaient dans ces troupes allemandes. Et dans ces troupes allemandes, en septembre 1944, un certain nombre, il y avait un bataillon ukrainien qui a déserté les troupes allemandes et qui a rejoint le maquis. Ce qui est quand même assez exceptionnel. Qui a rejoint le maquis et 7 ont été tués fin septembre 1944 et ils sont inhumés dans une tombe, n'est-ce pas, dans ce village de Vercel, qui est vers Valdaon, pour faire court, vers Valdaon. Et il nous a semblé que cette histoire partagée de 7 Ukrainiens morts pour la France méritait d'être mise en lumière, quelque part, mettre en lumière. Alors, ne nous leurrons pas, on sait bien que dans ces troupes allemandes, où il y avait tant et tant de soviétiques, on les appelait les Mongols, hein, très souvent, entre guillemets, hein, pour ceux qui... peu ont déserté. Et beaucoup ont d'ailleurs fini dans des camps de prisonniers avant de finir au goulag quand Staline les a repris. Je vous raconte toute cette histoire. Mais il nous apparaît essentiel de mettre sous les projecteurs ce que j'appelle les mémoires positives. C'était une mémoire positive. Aujourd'hui, c'est le deuxième aspect de cette idée, de ce programme franco-ukrainien quelque part. On a cherché à donner une explication, une histoire partagée entre la France en Ukraine et l'Ukraine en France. Et là, c'est une histoire de prisonniers de guerre. C'est une histoire de prisonniers de guerre en 1939-1945. C'est une histoire de prisonniers de guerre. Prisonniers de guerre, d'abord, de Français en Ukraine, c'est le camp de Ravaruska. C'est le camp de Ravaruska que je rappelle, mais c'est vous qui allez nous le présenter. C'est vous qui allez nous le présenter. Le camp de Ravaruska, c'est un camp de prisonniers de guerre durs. Les Allemands y mettaient, les Belges, les Français, qui se tenaient mal dans les camps ou qui s'étaient évadés plusieurs fois en particulier. C'est un camp de prisonniers de guerre très dur, à côté de Lviv. Et il y a
depuis toujours, une mémoire très forte de la France en Ravarouska, une mémoire forte avec un monument qui répond au Père-Lachaise. Vous irez, si vous allez au Père-Lachaise, vous aurez un monument de Ravarouska qui renvoie au monument de Lviv. C'est vous qui nous en parlerez de ce camp de Ravarouska, qui est un camp où les Français ont joué un rôle dans ce camp et portent une mémoire forte de ce camp en Ukraine. Et puis, il y a le second aspect, l'aspect des prisonniers de guerre ukrainiens en France. L'autre aspect, plus compliqué parce que plus difficile à diviser, excusez-moi. En clair, les Allemands avaient une politique très au point, qui était de mettre comme prisonniers de guerre le plus loin possible de leur base ceux dont ils avaient fait prisonniers. En clair, quand on faisait des prisonniers de guerre en Union soviétique, on les emmenait en France. Vous me suivez? Donc, nous avons en France, en particulier, un très grand camp, dont vous nous parlerez, de prisonniers de guerre soviétiques. J'insiste bien parce que comme je reçois un tas de mails en ce moment qui m'accusent d'un tas de choses, donc je fais attention. Un camp de prisonniers à Bans-Saint-Jean, qui était un camp à côté de Boulay, vous nous expliquerez tout ça, en Moselle, qui était un camp pour les soldats soviétiques. Vous nous expliquerez d'où ils viennent, etc., etc. C'est votre rôle. Et dans ce camp, dans ces combattants soviétiques, il y a bien sûr des combattants ukrainiens. C'est les 2 et quelques millions de prisonniers de guerre qu'ont fait les Allemands lorsqu'ils sont rentrés en Russie. On est bien là. Enfin, qu'ils sont rentrés en Union soviétique. Il faut que j'emploie toujours les mots, comme il faut. En Union soviétique. Et donc, ce camp de Bans-Saint-Jean est depuis toujours une mémoire partagée compliquée. Partagée compliquée entre la communauté ukrainienne qui en a fait son camp un peu de rappel et d'enracinement mémoriel en France, donc la communauté ukrainienne, et de l'autre côté les Russes qui disent non, non, ils étaient chez nous, enfin bref, vous nous expliquerez tout ça avec un peu la difficulté. Difficulté qui s'est singulièrement compliquée, c'est une petite anecdote que je vous donne, quand le gouvernement français, dans une grande idée, a eu l'idée de transférer tous ceux qui étaient enterrés à Bans-Saint-Jean dans des fosses communes, et les a transférés dans l'Oise pour les mettre le plus loin possible de la frontière. Si ça vous intéresse, je vous dirai pourquoi ça a été fait, pourquoi le gouvernement français l'a décidé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos combattants ukrainiens qui étaient à Bans-Saint-Jean, ils sont dans l'Oise, inhumés dans un grand cimetière national. Une idée. Donc on a souhaité vous présenter ces 2 dossiers, et je remercie ici à 2 historiens qui ont accepté, n'est-ce pas, de jouer le jeu. Alexandre Millet, qui est docteur en histoire contemporaine à l'Université d'Angers, dont les travaux portent sur Ravarouska, c'est très clair, sur Ravarouska, et Christelle Zebdi-Bartz, qui est doctorante en études germaniques à l'Université de Lorraine. Il y a que là qu'il y a des études germaniques aujourd'hui. Bon, sans commentaire, études germaniques à l'Université de Lorraine, et qui travaille en particulier sur le camp de Bans-Saint-Jean, et qui vous expliquera. Alors, ce qu'on peut se donner, il est -20, on se donne 25 minutes d'intervention chacun, c'est ce que ça vous va, une demi-heure? On va faire ensemble. Ah bah, on fait une conférence. On fait ensemble. Donc on a, Vous avez, allez, et après qu'il y ait des questions-réponses, tout est ouvert. Si d'autres sujets qui vous intéressent sur des sujets, cette mémoire partagée de la France et de l'Ukraine, nous pensons, au Souvenir français, que vous ne pouvez pas faire tendre la main au pays si vous ne faites pas une histoire partagée. C'est fondamental. Moi, c'est ce que je dis aux Souvenirs français partout. Quand je vais à l'étranger, je leur dis c'est la mémoire partagée qui est essentielle. Si vous faites que de la mémoire française en Lituanie, vous ratez tout. Par contre, si vous faites une mémoire franco-lituanienne partagée, vous avez une chance de progresser dans ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse tous, c'est quand même un vivre ensemble le plus large possible et le plus sain possible, pas comme aujourd'hui avec l'Ukraine. En tout cas, merci encore, et c'est vous qui avez carte blanche pour nous dire tout ce que vous avez souhaité nous dire. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien ou est-ce que dans le fond notamment, c'est bon? Sinon il y a un micro. Voilà, c'est pour ça que je demande, mais bon, si tout le monde est... Alors bonjour à tous. Alors je voudrais tout d'abord remercier le Souvenir français pour cette invitation.
nous permettant à Christelle et moi-même d'évoquer ensemble nos recherches sur le camp de Ban-Saint-Jean en Moselle et celui de Rabarouchka en Ukraine. Ensemble, effectivement, puisque nous proposons aujourd'hui une conférence à 2 voix, mettant en perspective 2 captivités en main allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, pourtant distantes de plus de 1200 km, mais présentant la caractéristique d'être des points de confluence par leur histoire, par leur mémoire, d'enjeux français, soviétiques et ukrainiens. Depuis 1945, les camps de Ban-Saint-Jean et de Rabarouchka ont fait et font encore l'objet d'enjeux de mémoire de la part des anciens prisonniers, des générations successives et d'autres acteurs associatifs ou étatiques. Il convient de rappeler que nos recherches à tous deux se situent à des degrés divers dans ces enjeux de mémoire. Pour ma part, la thèse que j'achève actuellement a été financée les 3 premières années par l'Union nationale, ceux de Rabarouchka et leurs descendants, dans le cadre d'un contrat doctoral avec l'Université d'Angers. Et donc ce financement traduit une demande sociale. En effet, depuis 2010, ce sont les descendants qui administrent majoritairement l'Union nationale, et beaucoup d'entre eux ont aujourd'hui le sentiment que leurs aînés n'ont jamais été reconnus comme des prisonniers de guerre déportés ou résistants, et que leurs parents sont les oubliés de l'histoire. Bien qu'étant totalement indépendant dans mes recherches, pour les descendants, ce travail de mémoire devient un véritable enjeu de mémoire, car le Stalag 325 devient un sujet d'histoire qui lui donne une certaine importance, une visibilité académique, voire publique. Et concernant la thèse de Christelle, le contexte de ses recherches doctorales a aussi sa spécificité, elle va vous en parler. Donc, bonjour à toutes et à tous. Si jamais il y a des difficultés pour m'entendre, je prendrai le micro. Donc, je suis actuellement en première année de thèse, donc au tout début de mes recherches, donc depuis octobre 2022. Ma thèse est financée directement par l'Université de Lorraine, mais j'ai aussi des liens avec des associations mémorielles. Donc moi, je travaille sur les camps de prisonniers de guerre en Moselle et en Sarre, donc dans le système nazi du travail. Ah, il faut le micro. Hein. Je vais prendre le micro alors. Voilà, allez-y. Donc moi, je travaille sur les camps de prisonniers de guerre en Moselle et en Sarre, donc dans le système nazi du travail forcé, précisément dans le Stalag Bouzet, avec un gros point d'étude sur le Ban-Saint-Jean. Donc pour vous parler un peu de moi, j'ai grandi dans l'Est mosellan. J'ai passé mes années lycée à une dizaine de kilomètres du Ban-Saint-Jean et j'en avais jamais entendu parler jusqu'à que je me fasse approcher par Gabriel Becker, qui est l'ancien vice-président de l'association franco-ukrainienne pour la réhabilitation du charnier du Ban-Saint-Jean. Donc c'est une association qui a été fondée en 2004 et qui milite pour la reconnaissance du Ban-Saint-Jean comme lieu de mémoire. Donc j'en suis devenue membre et j'en ai fait partie jusqu'à cet été. Et dans mon cas, c'est vraiment un engagement associatif et bénévole qui s'est transformé au cours de l'année 2022 comme un véritable projet scientifique. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte de ce potentiel et de l'importance de la recherche historique autour du Ban-Saint-Jean, parce qu'il y avait une sorte de manque, comme un trou de mémoire dans l'historiographie française. Donc on va dire que l'historiographie française et européenne s'est intéressée au parcours collectif de ces prisonniers de guerre. Il y a eu des travaux à partir de la fin du XXe siècle. Plus globalement, la thématique des travailleurs forcés a été abordée par un certain nombre de chercheurs, tout en notant un regain d'intérêt important ces dernières années. Cependant, j'estime qu'il y a les échelles d'analyse restent encore à varier, notamment en travaillant sur l'échelon local. Pour citer quelques travaux sur les camps de prisonniers de guerre en Moselle, il y a ceux de Philippe Villemout, Olivier Jarrigue et Cédric Neveu qui ont ouvert la voie récemment à cette nouvelle recherche historique. Mais le Ban-Saint-Jean en soi, il est resté orphelin de toute recherche scientifique jusqu'à aujourd'hui, malgré certains travaux amateurs, associatifs et locaux. Vous me dites, vous levez la main s'il y a besoin, et puis... Donc maintenant, je vais plutôt présenter dans cette introduction le contexte général. Je vais davantage détailler pour ce qui est du Stalag 325, parce que je n'y reviendrai plus ensuite. En revanche, Christelle fera un peu l'inverse finalement. Donc le contexte général, donc ce sont les opérations militaires engagées le 22 juin 1941 par les Allemands dans le cadre de l'opération Barbarossa contre l'URSS, font dès le début de l'offensive plusieurs centaines de milliers de prisonniers de guerre soviétiques. Et pour faire face à ce flux important de captifs, les Allemands établissent plusieurs camps dans les territoires qu'ils occupent, ou bien les transfèrent vers des camps pour prisonniers de guerre en Allemagne, en France, etc., et ce qu'on appelle les Stalags. Plusieurs milliers sont envoyés dans des sous-camps du Stalag 12F situé en Moselle, en territoire français annexé au Reich en 1940, et donc le camp de Ban-Saint-Jean est l'un d'eux. Donc on se trouve en Moselle annexée et en Sarre, qui sont
le territoire actuel, mais qui à l'époque faisait partie du Wehrkreis Doubs, donc c'est la 12e région militaire allemande que vous voyez sur la carte. Je vous ai fait un petit zoom, donc on se trouve dans ces régions-là, avec Saint-Avold ici, Saarbrück. Il faut s'imaginer que le Stalag 12F, donc il avait un siège à Sarrebourg puis à Forbach, c'est une constellation de 500 camps à peu près, commandos de travail, camps annexes en Moselle et en Sarre. Donc il faut s'imaginer que le territoire est vraiment rempli de ces camps. Donc au fil des années de guerre, ce sont les Français, les Serbes, les Italiens qui sont présents au Stalag 12F, mais la grande majorité des prisonniers restent d'origine soviétique. L'un des camps annexes du Stalag 12F portait même le nom de Russenlager Johannis Bamberg, camp des Russes du Mont-Saint-Jean. Donc cette carte, elle vous illustre la multitude des camps en Moselle. C'est une carte qui a été faite par Olivier Jarine, qui ne prend pas en compte les camps d'Astarbeiter, les commandos de travail et d'autres camps spécifiques, puis les camps en Sarre, mais ça vous donne un peu une idée de tous ces camps sur le territoire. Et ici, en violet, vous trouvez le camp du Mont-Saint-Jean. Donc le camp est dénommé de plusieurs façons dans les archives. On trouve Russenlager Johannis Bamberg, donc camp des Russes du Mont-Saint-Jean, Stalag 12F Bolschen-Forbach, Johannis Bamberg, ou encore Lazareth Johannis Bamberg. Donc à ce stade de ma recherche, il est encore impossible de préciser, de caractériser spécifiquement quel type de camp était le Mont-Saint-Jean. On peut parler d'un camp annexe de celui de Forbach, d'un camp de transit ou tout simplement d'un camp de détention. Quoi qu'il en soit, pour l'occupation du Mont-Saint-Jean, à partir de 1941, ce sont seulement des prisonniers de guerre soviétiques. Donc en fait, le camp existait déjà dans les années 30. Avant l'annexion, c'était un ancien casernement de sûreté de la ligne Maginot, entre Metz et Forbach. Il abritait un bataillon militaire, donc le 3e bataillon du 146e régiment d'infanterie de forteresse, sur une enclave de 88 hectares. Donc ici, vous apercevez une photo du bataillon à l'époque, avec le commandant du camp, le commandant Paco. Le camp était très célèbre. On y a planté la rose Maginot, qui est devenue un peu l'emblème de toute cette ligne et de toute cette période. Le premier plan a été planté, on va dire, par le président Albert Lebrun. Donc c'est un camp qui avait simplement pour but de base arrière de la ligne Maginot, qui était extrêmement moderne pour l'époque, avec un casernement au milieu, une cité de sous-officiers et d'officiers. Donc il est réutilisé après la campagne de France comme front de stalag pour prisonniers de guerre français. Il y a certaines rumeurs qui parlent de la présence de François Mitterrand, donc c'est des témoignages, mais pas encore des sources archivistiques que j'espère trouver lors de mon travail de thèse. À partir de l'été 1941, on va dire que le Mont-Saint-Jean s'intègre dans ce système de stalag et qui sert à la détention et au transit de prisonniers de guerre soviétiques en Moselle et en Sarre, et même jusqu'au Luxembourg. Ces prisonniers devaient pallier le manque de main-d'œuvre en fait, consécutif à l'enrôlement de force des Mosellans dans la Wehrmacht, donc tout ce qui est mine de charbon, mine de fer, mine d'acier. Les prisonniers travaillaient aussi beaucoup dans des champs chez des particuliers. Donc les prisonniers arrivent principalement prisonniers soviétiques à l'automne 1941. Et je fais état du premier mort au camp le 27 octobre 1941, abattu par balle. Je vous donnerai d'autres éléments pertinents concernant le camp au fil de mon développement, concernant notamment les conditions de détention. Alors, concernant le Stalag 325, qui est de fait très différent, alors vous voyez ici sa situation géographique sur une carte que j'ai réalisée avec Stanislas Cheptou, qui est cartographe, donc je rends à César ce qui est à César. Et donc vous voyez, c'est vraiment à l'extrémité, et donc dans cette partie-là, qui est le gouvernement général de Pologne, mais vous verrez une carte tout à l'heure qui va plus le préciser. Donc justement, concernant le Stalag 325, alors qu'à l'automne 1941, les armées allemandes progressent en Europe de l'Est en envahissant l'URSS, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien les premiers revers subis par la Wehrmacht à partir de décembre 1941 font prendre conscience aux autorités allemandes que la guerre sera longue, pèsera durement sur les capacités de production, impliquant la mobilisation de l'ensemble des moyens matériels et humains à la disposition de l'Allemagne dans les pays occupés. Le général Reinke, responsable des prisonniers de guerre au sein du haut commandement militaire allemand, donc l'Oberkommando der Wehrmacht, je dirais OKW, prend lui aussi des dispositions pour contraindre tous les prisonniers de guerre français à travailler. Ils sont alors 1 109 000 répartis sur toute l'Allemagne. Depuis la défaite de 1940, ils sont une main-d'œuvre essentielle à l'économie allemande. Néanmoins, la Convention de Genève n'oblige pas les officiers et sous-officiers français à travailler seulement sur la base du volontariat, contrairement aux prisonniers de guerre, simples soldats. L'OKW fait alors pression sur le service diplomatique des prisonniers de guerre ou Mission Scapini,
sous l'égide du régime de Vichy, pour arriver à un accord sur la mise au travail totale de tous les prisonniers. Les négociations sont longues, la plupart des sous-officiers et des officiers ne veulent pas travailler, et cela ne satisfait donc pas l'OKW. Et en ce début d'année 42, le temps n'est plus au compromis avec la mission Scapini. L'OKW veut agir rapidement pour contraindre tous les prisonniers de guerre français, sous-officiers compris, à travailler pour l'économie allemande, laquelle est vitale pour gagner la guerre à l'Est. Et donc le 21 mars 42, il décide que, je cite, tous les prisonniers de guerre français et belges qui ont tenté de s'évader, qui refusent de travailler, qui ont eu des relations avec des femmes allemandes, devront être transférés dans un camp disciplinaire à Ravarouchka, dans le gouvernement général de Pologne. Voilà. Donc, vous avez cette nouvelle carte qui présente tous les districts du gouvernement général de Pologne et cette galaxie de tous les commandos, enfin d'une partie des commandos recensés, il y a une quarantaine, et en son centre Ravarouchka, en jaune, je ne sais pas si vous les voyez très bien, mais ce sont... Je regarde pas ce que je fais. Donc ici Ravarouchka, et en jaune ici ce sont les centres de mise à mort immédiat tels que Belzec, etc. Donc vous voyez qu'ils sont répartis sur l'ensemble du territoire. Le Stalag 325, j'en parlerai tout de suite, ce n'est pas qu'un camp à Ravarouchka. Alors, où j'en ai ? Mais en réalité, donc, tous ces prisonniers de guerre internés à Ravarouchka sont davantage des réfractaires et des évadés qui, sur les routes, se soustraient au travail tout en mobilisant des moyens humains pour les retrouver. Et donc, par cet ordre, il s'agit pour le haut commandement militaire allemand de se doter d'un appareil coercitif supplémentaire, se voulant beaucoup plus dissuasif que les peines de prison ou les restrictions alimentaires prévues jusqu'alors, en vue de répondre aux nécessités de guerre qui la concernent directement. Le haut commandement militaire peut l'envisager d'autant plus aisément que les prisonniers de guerre français se trouvent déjà entre ses mains. Le premier convoi arrive à Ravarouchka le 13 avril 1942. Il s'agit d'un ancien camp pour les prisonniers de guerre soviétiques, le Lager 328, où 14 000 à 20 000 d'entre eux sont morts de malnutrition, de maladie ou exécutés. Le camp possède un équipement rudimentaire, des baraquements dont certains sont en construction, des installations très insuffisantes et notamment pour l'approvisionnement en eau. Car entre la prise de décision de l'OKW d'envoyer les Français évadés à Ravarouchka, donc le 21 mars, et l'arrivée du premier convoi, le 13 avril, 23 jours s'écoulent durant lesquels les derniers soviétiques sont assassinés ou envoyés à Lemberg, Lviv. C'est pourquoi le camp de Ravarouchka ne subit aucune modification dans ce laps de temps très court avant l'arrivée des Français. Et pour rester dans le temps qui m'est imparti, je ne détaillerai pas les conditions d'internement. Retenons seulement que les rations alimentaires distribuées aux Français sont très insuffisantes, et aux Belges, en particulier les premiers mois de captivité. Les colis familiaux ou ceux du Comité international de la Croix-Rouge ne parviennent qu'au début de l'année 42. Néanmoins, peu à peu, les conditions d'internement s'améliorent, pour plusieurs raisons. Les Français se sont rapidement organisés pour faire face à leurs difficiles conditions d'internement, notamment en créant des réseaux de sociabilité et d'entraide comme les groupements régionaux. Les autorités allemandes, elles aussi, du camp, ont participé en améliorant les infrastructures, mais le Stalag reste un camp de représailles pour punir des réfractaires. Et enfin, la venue des délégués du CICR le 16 août 1942 au camp de Ravarouchka, suivie en septembre de celle des délégués de la mission Scapini, contribue en particulier à l'augmentation des rations alimentaires grâce aux colis. In fine, d'avril 1942 à janvier 1943, l'internement au camp de Ravarouchka a connu des évolutions, qui font elles-mêmes partie des évolutions propres au Stalag 325. Car en effet, le camp de Ravarouchka est la première partie de la captivité au Stalag 325. Le camp de Ravarouchka est dissous le 13 janvier 1943 et délocalisé à la citadelle de Lemberg, Estrige, jusqu'à la fermeture définitive le 19 janvier 1944. Les conditions de captivité à Lemberg-Estrige sont elles aussi différentes de celles vécues à Ravarouchka. Dès lors, certains prisonniers n'ont connu que la captivité à Ravarouchka, d'autres qu'à Lemberg et d'autres parfois les deux. Par conséquent, les expériences sont multiples et toutes différentes, auxquelles il faut ajouter celles vécues dans les nombreux commandos de travail. Le camp de Ravarouchka ne peut à lui seul résumer la captivité à Ravarouchka, au Stalag 325. Les estimations les plus précises évaluent à 20 000 le nombre de Français internés au Stalag 325.
Cela représente 2% des Français en main allemande en 1942, donc sur les 1 109 000 que j'ai cités tout à l'heure, mais près de 39% des 52 000 évadés français en 1942 et 1943. Et plus précisément, on s'aperçoit que sur les 19 000 évadés français en 1942, près de 13 000 sont recensés à Ravarouchka par le CICR en août 1942. Et donc, c'est 68%. Cette mesure disciplinaire apparaît presque systématiquement appliquée pour l'année 1942, alors que la situation militaire allemande sur le front de l'Est en 1943 a sûrement freiné le transfert des Français vers le gouvernement général de Pologne. Après la guerre, à partir de 1945, les mémoires des captivités au camp de Ban-Saint-Jean et Ravarouchka se construisent avec pour chacune leur enjeu spécifique. Dans ce cadre, elles font l'objet de commémorations sur les sites des anciens lieux de détention. D'un côté, la mémoire des prisonnières soviétiques en France, de l'autre, la mémoire des prisonniers français en Ukraine soviétique et post-soviétique. Dès lors, il s'agira de voir comment les mémoires des deux captivités en main allemande, celles donc des prisonniers soviétiques à Ban-Saint-Jean en Moselle et celles des prisonniers français à Ravarouchka, s'importent-elles respectivement par le biais de pratiques commémoratives en France et en Ukraine soviétique et post-soviétique entre 1945 et les années 2000. Afin d'apporter des éléments de réponse, nous avons adopté un plan chronothématique s'articulant autour de deux grandes parties. Une première allant de 1945 à 1960, vise à montrer pourquoi l'ancien camp à Ban-Saint-Jean est réinvesti dès la fin de la guerre comme site commémoratif, contrairement à celui de Ravarouchka. Une seconde, allant de 1960 aux années 90-2000, s'intéresse à l'évolution sur le long cours des commémorations à Ban-Saint-Jean par rapport aux années d'après-guerre et à l'émergence de pratiques commémoratives à Ravarouchka. Je vais débuter cette première partie donc pour vous montrer pour quelles raisons il n'y a pas de commémoration dans l'immédiat dans les années d'après-guerre à Ravarouchka, et puis Cristal continuera le propos justement pour montrer, pour évoquer justement ces commémorations. Un petit point peut-être méthodologique, le cadre d'analyse que j'applique à cette présentation, mais plus généralement à ma thèse, est celui défini depuis les années 2000 par Johann Michel et les historiens Denis Péchanski et François Hartog, appelés les régimes de mémoire. Rapidement, donc, ces derniers, donc ces régimes de mémoire, sont définis par tout un ensemble de discours qui trouvent leur expression par des rites, par exemple les commémorations, le plus souvent autour de lieux de mémoire. Ces pratiques mémorielles sont façonnées de telle sorte qu'elles doivent fédérer les individus et leur subjectivité autour d'une mémoire communément admise afin de répondre à des enjeux sociaux, c'est-à-dire avoir une utilité sociale pour le groupe. Et lorsque cette unité vient être bouleversée parce que les attentes et les buts du groupe changent, les pratiques mémorielles doivent elles aussi se renouveler afin de s'y conformer, ce qui permet alors à un nouveau régime de mémoire de s'imposer. Dans le cas contraire, l'unité du groupe peut être amenée à se fracturer autour de représentations divergentes du passé collectif, ce que Suzanne Suleiman traduit par le terme de crise de mémoire. Et dans le cas de la mémoire de la captivité au Stalag 325, les recherches ont permis d'identifier deux régimes de mémoire. Le premier allant de 1947 à 1961, centré sur la figure du résistant de Ravarouchka. Le second allant de 1961 à 2010, centré sur la figure du déporté. Donc là, le premier, je l'évoquerai tout de suite, et j'évoquerai le second ensuite. Et potentiellement donc un troisième en construction depuis 2010, relatif au temps des descendants, mais il est encore trop tôt pour en définir précisément les contours. Et donc quelle est-elle cette figure du résistant de Ravarouchka? L'amicale du Stalag disciplinaire 325, c'est sa dénomination. Donc ceux de Ravarouchka est créé le 3 avril 1945 par Raymond Leget, le premier président. Dans un contexte où la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale tient une part prépondérante de la mémoire collective française jusque dans les années 60-70, un certain nombre d'anciens du 325, en particulier l'amicale, sous les présidences de Georges Sével et Juste Pruvot, revendiquent le statut d'interné résistant dès sa mise en place en 1948, afin d'obtenir des pensions que le statut donne droit et une reconnaissance pour leur comportement pendant la captivité. Et donc ils entreprennent ainsi une relecture de leur expérience captive. Selon l'amicale, refuser de travailler et parvenir à s'évader, même lorsqu'on est repris, ne sont plus de modestes victoires sur les gardiens allemands ou l'autorité locale qui les emploie. Ce comportement, qui se veut patriotique, participe plus globalement d'une lutte de tous les instants pour gagner la guerre contre l'Allemagne. L'amicale postule que les menaces représentées par ces prisonniers étaient bien réelles
et que leurs actions furent d'une certaine manière couronnées de succès. Sans donner plus de détails sur l'incidence des évasions sur le cours de la guerre, au demeurant très difficile à évaluer, cette amicale a la conviction que les évadés récidivistes ont porté, je cite, une atteinte sérieuse au potentiel militaire allemand et incontestablement réduit les effectifs militaires et la main-d'œuvre dont aurait pu disposer l'ennemi. La réaction de l'OKW, en ordonnant justement la création du camp de représailles de Ravarouchka pour punir ces actes qualifiés de résistance, dit l'amicale, suffirait donc à le prouver. Dès lors, les représentations de l'évasion élaborées par l'amicale reposent d'abord et avant tout sur l'ordre du 21 mars 1942. Il s'agit d'un camp spécialement créé pour les Français qui ont été d'une certaine manière sortis du lot, discriminés par les Allemands pour leur conduite. Donc, par conséquent, l'ensemble des éléments pouvant conduire à cette condition exceptionnelle, à ce transfert, à cette singularisation, est interprété par l'amicale comme un acte de résistance, l'évasion étant la preuve la plus spectaculaire. Il s'agit là d'une lecture téléologique de l'expérience captive par l'amicale qui induit de facto un lien immédiat entre sa conviction de départ, qui est celle de considérer l'ordre de l'OKW comme une mesure contre des résistants prisonniers de guerre français, et la seconde qui en découle, consistant à voir dans les tentatives d'évasion une lutte à front renversé contre l'Allemagne. Et donc pour obtenir le titre d'interné résistant pour les anciens du 325, l'amicale doit convaincre la Commission nationale des déportés internés de la résistance, le CNDIR, composé de représentants d'anciens groupes de résistants. Cependant, la Commission s'est toujours opposée à reconnaître les tentatives d'évasion comme des actes de résistance. Et c'est le Conseil d'État, le 31 juillet 1956, qui donne finalement un avis favorable à ce que les prisonniers transférés à Ravarouchka bénéficient au cas par cas du statut d'interné de la résistance. Et son obtention donc, est un succès très important pour l'amicale et plus généralement pour tous les anciens prisonniers qui peuvent désormais bénéficier de pensions plus importantes. La Commission prend acte de la décision mais la condamne fermement. Ces revendications, et quand je dis fermement, c'est un mot très, très léger, diplomatique, mais on va dire que les sources que j'ai pu découvrir sont dithyrambiques contre cette décision du Conseil d'État. Pour vous montrer que ça a été un long chemin de croix d'obtenir ce titre d'interné. Et donc ces revendications politico-mémorielles, finalement, les ont en partie détournées des commémorations de 45 à 60. Les anciens du 325 participent à des commémorations des deux guerres mondiales, ils célèbrent la résistance, mais ils n'ont pas de site spécifique pour commémorer leur captivité. Non seulement parce que la création d'un lieu de mémoire n'est pas une préoccupation pour eux, mais aussi parce que l'ancien camp de Ravarouchka est devenu une caserne militaire soviétique au lendemain de la guerre. Et donc, se rendre même dans la ville de Ravarouchka demande des autorisations spéciales des autorités soviétiques. Donc pour vous parler un peu du Ban Saint-Jean, on peut dire que le camp du Ban Saint-Jean, c'est le moins oublié de ces camps Mosella et Sarrois. Et justement, s'il est resté dans une mémoire locale très forte, c'est notamment à travers la volonté mémorielle de la communauté ukrainienne de l'Est de la France, qui est aujourd'hui, le Ban Saint-Jean, qui est aujourd'hui largement connu comme lieu appartenant directement à une mémoire ukrainienne. Pour aller même plus loin dans le langage local, au XXe et au XXIe siècle, le Ban Saint-Jean était un camp ukrainien pendant la guerre. Cette idée est largement propagée localement, mais aussi à plus grande échelle. Pour citer quelques exemples, le Républicain Lorrain titre le 29 avril 2011 « Le Ban Saint-Jean, un charnier ukrainien à sa porte ». Il y a les livres de Gabriel Becker, qui fait partie de l'association mémorielle qui s'occupe du site, qui publie « Camp du Ban Saint-Jean, le drame ukrainien en France », ou encore, pour reprendre les propos de Volodymyr Kosik, président de l'Association des Ukrainiens en France en 1980, il est aisé de comprendre l'attachement de la communauté ukrainienne à ce camp, le Ban Saint-Jean, en raison de l'origine de ces victimes de guerre. Kosik, pour qui toutes ces victimes auraient été de majorité écrasante d'Ukraine. Donc, pour remettre cette vérité historique, pour revenir sur l'origine des victimes, donc mes travaux préliminaires de recherche, en prenant en compte bien sûr le début de mes recherches et donc le début de mes travaux, j'ai pu établir un échantillon de 4818 prisonniers de guerre soviétiques qui sont décédés au Ban Saint-Jean, donc au Ban Saint-Jean et autour de Boulay. 54% sont notifiés être détenus russes et 29% sont notifiés être détenus ukrainiennes. Donc bien que les proportions de victimes soient à prendre en compte, la théorie de la grande majorité des victimes ukrainiennes au camp peut déjà être relativisée. Donc pour ma thèse, j'ai décidé aussi de me concentrer sur l'étude de cet échantillon
qui peut, à l'aide d'outils prosopographiques, cerner la composition de ce groupe de victimes, ses caractéristiques et ses traits principaux afin d'en brosser un portrait collectif et individuel. Mais aujourd'hui, on va parler d'autre chose. Donc, nous sommes ici vraiment dans une construction mémorielle qui prend naissance directement dans l'acte commémoratif des années 45-50. Et donc, je vais m'intéresser à cette histoire de la mémoire ukrainienne du Mont-Saint-Jean. Donc, peu après la libération, le chiffre de 20 000 victimes est annoncé déjà bien avant les premières exhumations. Donc, les journaux de l'époque vont titrer 22 000 victimes avant même que la commission mixte franco-soviétique ouvre en novembre 1945 les fosses. Et cette information provient de la première stèle du Mont-Saint-Jean, qui aurait été posée à la libération du camp par des survivants, qui a été photographiée ici par Paul de Buisson en 1946 avec l'inscription russe. Ici sont enterrés des prisonniers de guerre russes, 20 000 soldats. Vous pouvez l'apercevoir sur cette photo. Et donc on retrouve cette même stèle, donc ce chapiteau qui se trouve ici, dans des photographies de 1945. Donc en novembre 1945, les premières fouilles ont lieu, le charnier est transformé et la stèle posée par les survivants va être sauvegardée. Plusieurs journaux vont reprendre les chiffres annoncés plus tôt jusqu'au New York Times. Vous pouvez voir deux articles, 23 000 corps découverts, fosse commune découverte en France. Dans ce cas, les journaux vont vraiment participer à la diffusion connexe d'informations concernant le camp. Le Mont-Saint-Jean est notamment appelé camp de la mort par le journaliste René Ferry de l'Est républicain dans une édition du 7 novembre 1945. Donc vous voyez ici des photographies qui ont été prises clandestinement au camp. Et on va trouver une dizaine d'articles en octobre-novembre 1945 sur le camp du Mont-Saint-Jean dans la presse locale, avec des articles plus ou moins longs qui évoquent la vie au camp, les conditions de détention. Cet article évoque aussi une photographie qui n'est pas dans l'article mais qui a été retrouvée plus tard, qui atteste en fait de torture au camp. Donc elle serait datée de 1943. Et donc on voit des prisonniers courir nus dans la neige avec des sacs d'eau, enfin des seaux d'eau, pardon. Et on distingue bien les bâtiments du Mont-Saint-Jean en arrière-plan. Donc, par rapport au nombre de victimes, à ce stade de ma recherche, seules les sources journalistiques ne permettent pas d'apporter un œil éclairé à cette question. Donc la question du nombre de victimes qui est souvent au cœur du débat, posée par les exhumations de 1980, dont je vais vous parler après. Donc le premier acte commémoratif sur le site est celui du commissaire de la République de Moselle, M. Tuaillon, et du commandant Lvov, représentant de l'armée soviétique, qui se rendirent au Mont-Saint-Jean en novembre 1945 afin d'y déposer des germes. Et en fait, en octobre-novembre, on va souvent avoir des délégations officielles françaises et soviétiques qui vont se réunir et y déposer des germes ensemble. Donc le premier pèlerinage mémoriel, quant à lui, a lieu le 24 février 1946. Donc c'est l'Union des patriotes soviétiques qui organise un pèlerinage au charnier de Mont-Saint-Jean et de Boulay. Donc il a lieu à l'occasion de la fête de l'Armée rouge. Mais ce pèlerinage reste unique à cette époque. Et ce sont dès le début des années 50 la communauté ukrainienne en France qui va organiser des commémorations en y plantant un cadre nationaliste ukrainien. Donc ils y organisent des fêtes religieuses en ukrainien avec la présence du drapeau ukrainien, de chants ukrainiens, de discours en ukrainien. Donc un article de presse de 1956 évoque le pèlerinage des Ukrainiens de la région de l'Est de la France depuis 1945, chaque année le dimanche après la Saint-Jean. Donc il ne reste aucune trace dans la presse locale de possible pèlerinage soviétique après celui de 1946, mais on retrouve chaque année une information qui évoque que les Ukrainiens de l'Est de la France vont réaliser leur cérémonie au Mont-Saint-Jean. Donc à force de demandes, les Ukrainiens reçoivent les autorisations d'y créer un cimetière correct pour leurs victimes. La première stèle mémorielle au Mont-Saint-Jean a été apposée en 1951 par la communauté ukrainienne qui a aussi payé pour cette stèle. Cette stèle comporte la mention « Ici reposent 22 000 Ukrainiens victimes de la guerre 39-45 ». Donc en fait, elle a été réutilisée pour des gains financiers. Il s'agissait d'un bloc de granit noir dont la provenance est inconnue, mais qui appartenait à la tombe d'un officier allemand décédé en 1910. En fait, l'inscription a été cachée par les nouveaux panneaux. Et la stèle aurait finalement disparu à la fin des années 80 sous demande des autorités soviétiques. Donc ce sont vraiment, dès le début des années 50, ces commémorations ukrainiennes qui auraient contribué à diffuser l'idée que la majorité des victimes seraient ukrainiennes, ce qui peut s'expliquer très clairement en fait, par le régime mémoriel soviétique concernant les prisonniers de guerre. Donc à cette époque, pour Moscou, ces derniers sont des collaborateurs nazis
Et c'est un sujet qui a notamment été abordé dans les travaux de Nicolas Werth, qui évoque plus de 80% des rapatriés condamnés au travail forcé à leur retour en Union soviétique. Il ne faut pas oublier de préciser aussi qu'à cette époque, le camp est toujours habité. Donc c'était un camp de l'armée française avant la guerre, ça l'a redevenu en 1946. Il y a une troupe qui va arriver, des familles d'officiers, de sous-officiers, des enfants qui vont grandir là-bas. Et c'est que depuis les années 90 que la cité est désertée. Donc il existe un grand panel de témoignages d'habitants du camp à partir des années 50, dont la plupart, à leurs enfants, évoquent leur souvenir d'un four crématoire, dans énormément de témoignages. Archéologiquement, il n'en reste aucune trace, et aucun document n'atteste de sa présence. Donc, on va dire que cette théorie, à ce stade de ma recherche, c'est cette construction d'un faux souvenir qui a pu naître justement dans le souvenir de ces enfants, par rapport à la presse locale également, qui fait souvent état de ce four crématoire, notamment en 1956. Donc on parle d'une commémoration ukrainienne qui va avoir lieu dans la presse locale, et on évoque que les visiteurs pourront aller voir l'ancien four crématoire. Pour conclure avec cette période, il y a le premier pèlerinage allemand qui est organisé. En fait, c'est plutôt un voyage d'études que l'armée allemande va faire sur le camp pour se renseigner un peu en 1968. Alors on va débuter maintenant cette deuxième partie où on a vu vraiment dans la première finalement deux traitements, enfin deux cas vraiment différents, et à partir des années 60, eh bien, on voit l'émergence à la fois d'un second régime de mémoire, mais aussi les premières commémorations à Ravarouchka, et c'est ce dont je vais vous parler tout de suite. Donc tout d'abord, vous expliquer ce nouveau régime de mémoire. C'est la figure du déporté du camp de Ravarouchka. Donc 5 ans après l'obtention du titre d'interné résistant, le 17 juin 1961, lors d'une assemblée nationale extraordinaire, Oscar Liévin est élu en remplacement de Juste Pruvot. Et c'est à partir de ce moment que l'on peut observer un changement de régime de mémoire. La figure du résistant passe au second plan. C'est un peu comme un millefeuille, c'est-à-dire que le premier était résistant, et ensuite l'autre, il est toujours conservé, mais voilà, c'est vraiment la figure du déporté qui va être valorisée et diffusée, et faire l'objet aussi de construction de récits. Et l'objectif prioritaire de l'amicale est d'obtenir le titre de déporté résistant pour les anciens du 325, et les pensions qu'il donne droit, lesquelles sont plus importantes que celles octroyées par le statut d'interné résistant. Mais l'amicale doit au préalable faire inscrire le camp de Ravarouchka sur la liste A160 des camps considérés par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre comme lieu de déportation, sur la base de celle produite par le service international de recherche situé à Bad Arolsen en Allemagne. Et pour légitimer les nouvelles revendications, l'amicale entreprend une nouvelle relecture de l'expérience captive au Streik 325. Et c'est à partir de ce moment que l'usage du terme déporté se généralise. Jusqu'en 60, il était synonyme de transfert, mais un transfert vers une destination très lointaine, une terre d'exil, à un bout du monde. Et ce terme devient ensuite un engagement politico-mémoriel qui s'inscrit dans cette revendication du statut de déporté résistant. Et dorénavant, dans son discours officiel, l'amicale présente moins les anciens du 325 comme des combattants de la lutte contre la barbarie nazie que comme les victimes de cette même barbarie nazie. Il y a désormais la volonté de lier ces prisonniers moins avec la résistance en action, mais plutôt avec les résistants mis hors d'état de nuire par les Allemands qui ont été capturés et envoyés dans un camp de concentration, terme qui prévaut désormais à celui de camp de représailles. L'amicale axe son argumentation sur les souffrances subies sur les conditions de détention très difficiles, des conditions qui expliqueraient une mortalité très élevée, auxquelles il faut ajouter les brimades, les exécutions sommaires perpétrées par les nazis, toujours selon l'amicale. Et c'est la raison pour laquelle, dès 1961, ses représentants interpellent les autorités politiques par ces mots. Les prisonniers français étaient 22 000 déportés à Ravarouchka. Combien en reste-t-il aujourd'hui? 2500. Les 2500, ce sont les adhérents de l'association. Donc 2500, point d'interrogation. Et donc les représentants de l'amicale poursuivent. Les enquêtes minutieuses faites par nos amicales régionales permettent de déclarer que ce chiffre reflète la triste réalité. 18 000 à 18 500 manquent à l'appel. Dès lors, le nombre de morts devient un enjeu de mémoire, ou plutôt l'absence d'un décompte officiel laisse place aux interprétations, y compris les plus surévaluées. Toutefois, la présidence d'Albert Guerlain, qui s'achève en 1965, eh bien avec l'élection d'Albert Guerlain, mais elle est marquée justement par cette incapacité à d'obtenir le titre de déporté résistant.
Et c'est à partir de 1961 que la figure du déporté du camp de Ravarouchka, par contre, s'impose dans la mémoire collective, et ce, jusque dans les générations successives. Revenons quelques années en arrière, avec la création du mémorial à Ravarouchka. Donc cette première partie, c'était pour montrer un peu le cadre mémoriel, et puis là, sur le mémorial à Ravarouchka. Donc le 7 décembre 1959, les responsables de l'amicale sollicitent par courrier l'intervention du gouvernement français et soviétique pour le retour des corps des prisonniers de guerre du Stalag 325 inhumés en territoire soviétique. En janvier 60, l'ambassade du RSS en France répond qu'elle n'est pas opposée au rapatriement et décide dans la foulée de construire un mémorial en l'honneur des patriotes français à Ravarouchka. Cette initiative s'inscrit dans les politiques mémorielles du gouvernement soviétique visant à glorifier tous les combattants de la Grande Guerre patriotique contre le fascisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Lorsque Nikita Khrouchtchev devient président du Conseil des ministres de l'URSS en 1958, il engage un processus de déstalinisation mettant fin au culte de la personne de Staline, décédé 5 ans plus tôt. Le petit père des peuples n'est plus l'unique héros de la Seconde Guerre mondiale. À partir de 60, le mythe de la Grande Guerre patriotique s'intensifie autour des figures des forces soviétiques régulières et des groupes de résistance sous l'occupation allemande qui ont héroïquement combattu sous l'égide d'une direction omniprésente du parti, je cite l'historien Tariq Cyrilamar. En République socialiste soviétique d'Ukraine, le comité central à Kiev promulgue un décret visant à enregistrer tous les participants au mouvement clandestin et partisans antifascistes et tous les résistants oubliés. Et c'est une façon également de légitimer le pouvoir en place, démontrant l'omniprésence de la résistance soviétique à l'occupation allemande pendant la guerre, particulièrement dans la région de l'Ukraine occidentale, souvent associée au nationalisme et à la collaboration avec les Allemands. Par conséquent, la lettre de l'amicale transmise à Nikita Khrouchtchev en décembre 1959 par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères français intervient dans un contexte propice à l'émergence de commémoration des forces de résistance dans les territoires soviétiques. Le site du mémorial n'est pas choisi au hasard par les autorités soviétiques. Il se trouve à l'extérieur de la ville, à proximité de l'ancien cimetière des Français, situé à moins de 500 mètres au sud de l'ancien camp. Le cimetière a été construit par les Français fin avril, début mai 1942, avec la permission des autorités allemandes. L'emplacement choisi a également l'avantage d'être sur les hauteurs, à l'orée d'une forêt, donnant ainsi la possibilité aux visiteurs d'avoir une vue panoramique sur l'ancien camp. La tranquillité du lieu est donc propice au recueillement et aux commémorations. Les inscriptions en ukrainien gravées sur le mémorial indiquent qu'ici, je cite, « Ici sont enterrés les soldats de l'armée française qui ont été martyrisés dans le camp de concentration nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, 41-43. » En dessous de celle-ci est inscrit en français « Mémoire éternelle aux patriotes français tombés dans la lutte contre le fascisme ». On observe alors la présence de deux discours commémoratifs contradictoires sur le mémorial. L'un, en ukrainien, vise à rendre hommage aux prisonniers de guerre français victimes de la barbarie nazie, tandis que l'autre, en français, vise au contraire à honorer les prisonniers de guerre comme des héros du combat contre le fascisme. Donc, inauguré lors du rapprochement franco-soviétique en 1960, le mémorial est un enjeu politique. À court terme, il y a l'occasion pour les autorités soviétiques d'exporter le récit de la Grande Guerre patriotique en France, en y associant les patriotes français, je cite, du Stalag 325. Sur le long terme, ce lieu de mémoire devient un biais permettant de promouvoir le système communiste. Toutefois, l'emploi de l'ukrainien sur mémorial interroge. La Galicie ukrainienne, particulièrement la capitale de l'oblast, Lviv, a toujours été un foyer de dissidence à la russification selon l'historienne Delphine Betchev. Les tentatives des autorités soviétiques pour imposer la langue russe en Ukraine soviétique, principalement à partir des années 30, une période qualifiée par certains linguistes ukrainiens de génocide linguistique, sont confrontées dans les années 60 à des velléités visant à promouvoir l'ukrainien. Les inscriptions gravées sur le mémorial de Ravarouchka ont peut-être été, pour les autorités de cette petite communauté rurale de Galicie, un moyen d'affirmer leur appartenance à la communauté linguistique ukrainienne et de résister à la russification de la région. Tariq Cyrilamar met aussi en avant la persistance de l'identité de la Galicie ukrainienne face à la soviétisation de toute l'Ukraine voulue par l'URSS. Il conclut notamment que cette identité, construite par les dominations successives, dont celle de l'Allemagne en 1941-1944 et soviétique après la reconquête du territoire par l'armée rouge en 1944, a conduit le gouvernement soviétique à composer avec elle plutôt que la contraindre.
À son échelle, le mémorial de Ravarouchka semble être un aspect de ce compromis entre d'un côté une mémoire locale qui perpétue par l'intermédiaire de l'hommage rendu aux Français le souvenir des victimes de la Seconde Guerre mondiale auprès des habitants de Ravarouchka et des alentours, raison pour laquelle les inscriptions sont en ukrainien. De l'autre, une mémoire héroïque de la guerre qui représente le récit officiel porté par les autorités soviétiques, traduite en français pour faciliter l'appropriation du monument par les anciens du 325. Et alors qu'il s'agissait à l'origine de commémorer les Français du Stalag 325, la spécificité de cette captivité passe finalement au second plan de la conciliation des enjeux de mémoire locaux. Néanmoins, l'assimilation des prisonniers à des combattants correspond bien aux représentations de l'amicale à la même période, tandis que la figure du martyr convient davantage à la revendication du statut de déporté à partir de 1961. Le mémorial est inauguré en juin 1960, mais sans la présence des responsables de l'amicale. La délégation française est conduite par l'ancien prisonnier Pierre Bugeaud, de sensibilité communiste. Il est l'un des fondateurs du Mouvement national des prisonniers de guerre et déportés, MNPGD. Après la guerre, il devient en novembre 1945 le président de l'Association des prisonniers de guerre de la Seine, puis intègre le bureau national de la Fédération nationale des combattants prisonniers de guerre, FNCPG, dont il est le vice-président jusqu'en 1950. Sa légitimité à diriger la délégation française lors de cette cérémonie repose donc pour les autorités soviétiques sur sa sensibilité politique et ses fonctions de représentant national de prisonniers de guerre au sein de la FNCPG. Un choix au détriment de l'amicale qui, certes, représente officiellement les anciens du 325, mais peine à rassembler plus de 2000 adhérents dans les années 50. En réalité, le principal enjeu pour le comité directeur de l'amicale demeure le rapatriement des corps. Et cette inauguration est d'abord, pour le président national, Juste Pruvot, une belle opportunité d'achever un dossier restant en suspens depuis 1945. D'ailleurs, en février 1961, les 5 premiers corps sont rapatriés et inhumés dans leurs localités respectives. Et ce n'est qu'en 1962 que l'amicale s'approprie finalement le mémorial. Donc je vais aborder maintenant cette troisième partie, cette troisième point que j'ai intitulé « Les anciens du 325 au pays des soviets ». Les commémorations à Ravarouchka au temps de la guerre froide. Donc, l'inauguration du mémorial en juin 60 s'inscrit à la fois dans le discours mémorial de la Grande Guerre patriotique, élaboré par le régime, comme je l'ai dit, et coïncide aussi avec le développement du tourisme en Union soviétique souhaité par Nikita Khrouchtchev. Et donc désormais plus simple pour les Occidentaux de s'y rendre, grâce notamment aux procédures d'obtention de visa moins restrictives et à l'ouverture de liaisons aériennes directes à partir de 1958. Un séjour à Ravarouchka pour d'anciens du 325 demande néanmoins de la préparation en amont et nécessite des contacts avertis sur les procédures administratives et logistiques. L'éloignement géographique du mémorial n'est pas l'unique contrainte qui s'impose aux anciens du 325. L'accès à la ville de Ravarouchka requiert elle-même une autorisation spéciale de la part des autorités soviétiques, car elle fait partie, je cite, d'une zone militaire interdite frontalière avec la Pologne. L'amicale n'a toutefois qu'un rôle secondaire dans ces préparatifs. Elle a principalement la responsabilité de promouvoir le voyage auprès des adhérents, ainsi que de relayer les messages d'information et les détails pratiques. En réalité, c'est toujours la FNCPG de la Seine, l'interlocutrice privilégiée par les autorités soviétiques. La fédération donc, est en relation avec l'association France-URSS ou l'agence Intourist, des structures proches du Parti communiste français, pour l'obtention des visas, l'organisation des déplacements et l'hébergement des participants. La traversée du rideau de fer donne l'opportunité aux anciens du 325 de découvrir une société soviétique méconnue. Car en effet, la venue de ces prisonniers à Ravarouchka n'est permise par les autorités soviétiques que si elle s'inscrit dans le cadre d'un périple de plusieurs jours en URSS. Car de leur point de vue, le développement du tourisme est conditionné par des enjeux politiques et économiques concomitants. De fait, les commémorations à Ravarouchka sont l'occasion de satisfaire les deux. Les voyages sont très encadrés par justement ces autorités et l'association France-URSS. Les transports, les hôtels, les visites et les rencontres sur place sont prévus à l'avance. Il n'y a pas ou peu de place pour les initiatives personnelles des participants. Ce sont en réalité les conditions imposées à bon nombre de touristes français venus de l'Europe occidentale, enfin français ou de l'Europe occidentale.